Bonsoir à toutes et à tous. Le président béninois Patrice Talon est à Abidjan avant le sommet de Paris demain. Il a rencontré son homologue ivoirien ce mercredi. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire, économique et sociopolitique dans la sous-région. Grave accident de travail à Industrap, une usine de fabrication de peinture à Yopougon. 4 personnes sont décédées, 5 autres sont dans le coma, tandis qu'une vingtaine est en soins intensifs. Que s'est-il passé mercredi 14 juin? Nous serons auprès des familles des victimes dans ce journal. Et puis à Ndautré, un trou menace la quiétude des populations. Déjà imposant, il continue de s'agrandir en cette saison des pluies. Les populations craignent le pire. Elles implorent les autorités d'intervenir rapidement. Je vous le disais, le président Ouattara et son homologue béninois se sont entretenus ce mercredi. Les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets, notamment les prochaines élections dans la sous-région, ainsi que la question du financement du développement à l'ordre du jour au sommet de Paris les 22 et 23 juin. Les précisions de Pierre Dipomella. En prélude au sommet de Paris, pour un nouveau pacte financier mondial, le président béninois en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne est venu échanger avec le président Alassane Ouattara afin d'harmoniser les points de vue sur les questions de financement du développement de la sous-région ouest-africaine. Les deux hommes ont également évoqué la situation sécuritaire et les crises politiques avec 3 pays en transition. Nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation, donc venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région, les diverses élections que nos pays abordent ces temps-ci, ainsi que la question de financement, du développement. Nous avons un sommet à Paris à partir de demain. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique du MOA. Donc, évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables rondes et le sommet de demain après-demain. Ce sommet est à l'initiative d'Emmanuel Macron. Il vise à poser les bases d'un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire, avec comme priorité la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité. La direction Ndautré où un trou met en danger les habitants de ce quartier d'Abobo, profond de 4 mètres. Il ne cesse de s'agrandir en cette saison des pluies. Les populations redoutent le pire et demandent aux autorités d'intervenir avant qu'un drame ne survienne. Issa Koné, Kimo Eric. Abobo, Ndautré. Ce trou est le pire cauchemar des habitants de ce quartier, au point de le surnommer Diga Koloba, mauvais trou en malinké. Un si mauvais trou qu'il a causé à Assetou une fracture du bras. Quand je sortais de chez moi, j'ai glissé et je me suis retrouvée dans le trou. C'est ce qui a cassé mon bras. Nous craignons surtout pour la vie de nos enfants en cette période pluvieuse. Au bout de ce ravin, cette canalisation. Ces travaux ont, selon les habitants, bloqué le passage d'eau. Et les fortes pluies de ces derniers temps continuent d'ouvrir le ventre de ce précipice. Ce trou a été occasionné en l'espace d'une seule pluie. C'est les effets collatéraux du canal qui est juste en bas, le caniveau, le grand caniveau, qui a fait que l'eau qui descend n'a plus le passage qu'il avait avant. Quand on voit la profondeur de ce trou qui peut faire environ 3 mètres de profondeur, vraiment il y a de quoi à être soucieux, à craindre. Les populations de ce quartier craignent le pire. Face à cette situation, elles en appellent aux autorités pour une solution rapide. Nous demandons de l'aide au gouvernement pour nous fermer ce trou. On serait heureux de voir ce trou fermé. Mon enfant est une fois tombé dans le trou. On ne sait pas ce qui va se passer encore parce que c'est devenu grave. On a peur. Même les enfants qui sont dans la maison, on a peur de les envoyer pour aller à la boutique. Vraiment, nous lançons l'appel
aux autorités pour venir vraiment nous aider. Ces derniers temps, les pluies ont déjà causé de nombreux dégâts humains et matériels à Abidjan. D'autres fortes précipitations sont annoncées par les services de la météorologie. L'actualité, c'est aussi le directeur régional du commerce et de l'industrie du Béquet qui était face à la presse ce mercredi. Fadika Mamadou a présenté les résultats des missions effectuées par sa direction. En 5 mois, ce sont 2,5 millions de tonnes de produits dangereux saisis d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Le récit de Nadja Eja. Des cubes d'assaisonnement, des boissons, des produits laitiers, des boîtes de conserve, tous périmés et saisis par la direction régionale du commerce du Béquet dans le cadre de sa mission de contrôle. Des produits alimentaires devenus des tueurs silencieux qu'il est impératif de retirer des marchés pour préserver la santé des consommateurs. Il y a véritablement un danger à l'horizon et il faut communiquer surtout auprès des populations parce que c'est nous tous qui sommes ciblés. C'est nous qui envoyons nos sœurs, nos mères sur les marchés et elles vont s'approvisionner. Et effectivement, quand elles vont acheter ces produits-là, elles ne sont pas toujours vigilantes. Et même quand elles le sont, elles n'ont pas toujours la capacité, parce qu'elles ne sont pas alphabétisées, pour pouvoir détecter effectivement les produits sains, des produits qui sont impropres à la consommation. Grand carrefour du pays, la région du Béquet est l'une des plus exposées à la circulation des produits prohibés. Au-delà de la sensibilisation, le ministère de tutelle veut accentuer son action de répression. Nous avons mis également nos collaborateurs en mission et nous avons élaboré donc une stratégie de veille permanente sur les marchés de Boaké. Une initiative que saluent les commerçants de la région. Nous menons des actions de sensibilisation et nous allons amplifier cela désormais pour que vraiment les commerçants puissent vraiment comprendre les enjeux et l'importance de retirer les produits périmés sur les espaces. Selon l'article 8 de la loi 2016-410 du 18 juin 2016, relative à la répression des fraudes, il est formellement interdit de détenir pour la vente des produits périmés, prohibés, falsifiés ou toxiques. Cette infraction est punie d'une amende de 100 à 50 millions de francs CFA et de 15 jours d'emprisonnement ferme. Ces peines peuvent aller jusqu'à 100 millions de francs CFA et 2 ans d'emprisonnement ferme dans les cas où la consommation de ces produits conduit à la mort. 4 morts, 5 personnes dans le coma, une vingtaine en soins intensifs. Ce bilan est celui de l'accident de travail survenu à Yopougon après qu'un mur s'est effondré sur des travailleurs dans une usine de fabrication de peinture. Si pour l'heure Industrap refuse de commenter la tragédie, nous étions auprès des familles qui vivent très difficilement cette épreuve. Le reportage de Timé Danger et Tanguy Conin. Cette vidéo, depuis la semaine dernière, affole la toile et alimente la polémique. Que s'est-il passé? Descente alors sur le théâtre. Zone industrielle d'Abidjan-Yopougon. À l'entrée de l'entreprise concernée, un bandeau noir alerte sur la situation qui prévaut. En retrait, des employés méfiants évitent tout contact. Idem à la direction. Nous y sommes conduits. Notre demande d'éclairage sans suite. Direction alors dans des familles de victimes. Première destination, Andokwa-Sotra. Sur les lieux, une délégation de la centrale syndicale FESACI, venue pour le traditionnel yako, aux travailleurs victimes. Dans le salon, une épouse désormais veuve inconsolable. C'est tout, je vais voir le coin de mon mari. Il n'a qu'à faire ce qui est juste. L'épreuve de la brusque séparation dans la voix, elle revient sur la journée du drame. À 6 heures, notre deuxième, elle doit passer BPC. À 6 heures, lui-même, il a pris la route. On est sorti dans la maison. À ma grande surprise, à 17 h, on m'appelle. On me dit, viens sur le lieu de travail de ton mari. Il arrive là-bas, on me dit, mon mari. Il arrive, ses collègues me disent, sous la faute. Les moyens sont amis aussi. Moi, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore vu le corps de mon mari. La triste journée reste également dans les esprits de sa sœur et de son fils qui s'était rendu sur le lieu du sinistre. Je rentre à la maison, tout le monde en pleure. Je regarde aussi ma grande sœur, son accoutrement a changé. Elle dit, grande sœur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu quoi? C'est quel accident? Celle m'a dit, il y a le mur de son service qui a écoulé, donc il faisait partie des victimes. Et ma petite soeur qui est là, elle fréquente. Elle est au 3e, c'est le vieux qui la réveille le matin même, pour qu'elle puisse aller à l'école.
passer son examen. C'est dans ça qu'il est resté. Vraiment, c'est dur pour nous, hein. On souffre même. Cap sur Andokwa village. Le chef de famille est l'une des victimes décédées. Derrière lui, des proches consternés. Difficile là également de taire la douleur qui déchire les cœurs. Ici, encore, la journée de l'accident hante les esprits. Ils nous ont fait croire qu'il n'était pas décédé, qu'on l'a envoyé à l'hôpital. C'est pour pouvoir nous calmer sur l'effet du choc. On s'est retourné à la maison ici. Et à environ 18 heures, les vraies informations nous sont parvenues pour dire qu'il était parmi ceux qui sont décédés. Fils aîné du défunt, ce jeune employé contractuel a vécu sur les lieux les derniers instants de son père. Il était 16h10. Moi, j'ai fini de faire mon travail. Lui, il était assis à la machine. Il m'a dit de ne pas rester dans l'entourage, d'aller un peu en haut là-bas pour m'asseoir. Donc, moi aussi, aller en haut. On tenait vers 16h30. En ce temps, on était assis sur la machine. C'est là que tout le mur s'est effondré. C'est tombé sur la machine. Et lui-même, le mur, le béton, plus tout est tombé sur plus la machine, tout est tombé sur lui. Dans cette famille, comme la précédente, l'on récrimine. Depuis 2020, il y a un accident qui s'est passé là, un accident de feu. Cette année-là, forcément que le gouvernement voit ce qui se passe. Nous pensons que c'est la négligence coupable. Parce qu'un mur ne peut pas tomber s'il n'a pas été bombardé. Il ne peut pas tomber sans cause. C'est tellement que ce mur était déjà fissuré, était déjà atteint. Mais par la négligence de nos employeurs, le drame s'est produit. Le drame n'est pas le premier survenu au sein de l'entreprise. Cet activiste du droit des travailleurs s'offusque de la reconstruction rapide de la clôture au cœur du drame, alors que les parents peinent à accéder au corps des victimes. Pour la FESACI, toute la lumière sera exigée sur les circonstances de l'accident. Nous sommes très révoltés au niveau de la FESACI. Nous allons poursuivre l'affaire. Là où on devra poursuivre l'affaire. En attendant, les victimes consternées appellent à l'assistance. On dit les enfants sont dans ma main, moi je fais quoi? Moi je fais quoi? Et puis m'occuper d'eux. Et tout ça encore des amers. Moi je fais quoi? Si le gouvernement peut nous aider à mettre pression sur pour qu'ils puissent vraiment nous dédommager, pour pouvoir payer la scolarité de mes frères et aussi pour moi. Ce drame, faut-il le noter, a fait de sources médicales et sécuritaires 4 morts certaines, 5 dans le coma et une vingtaine d'autres blessés, contrairement à une rumeur qui annonçait aux premières heures 30 morts. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a lancé la 3e édition des journées de la fonction publique. Elle vise à mettre en avant le rôle important des fonctionnaires dans la transformation du pays. Des journées meublées par plusieurs activités, comme nous le montrent Nadja Eja et Tanguy Konan. C'est par le lancement officiel de la signature électronique des actes administratifs que s'est ouverte la 3e journée de la fonction publique, placée sous le thème « Fonctionnaires et transformation du service public ». Cet outil va permettre d'accroître l'efficacité de l'administration publique. Ce projet est un projet révolutionnaire qui obéit à la vision du Premier ministre, son Excellence Achille Patrick, qui, à travers le Comité national de la digitalisation, ambitionne de parvenir à une administration zéro papier en 2030. Les avantages induits de ce projet sont précieux, aussi bien pour l'administration que pour l'usager client. Et nous pouvons entre autres évoquer un accroissement de la sécurité des actes. Je pourrais également évoquer la célérité dans le traitement des actes en matière de stockage des documents. C'est aussi donc de gros avantages. Après la mise en place de la signature électronique, c'est à une conférence inaugurale animée par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État autour du thème « Management de la transformation du service public » que se sont retrouvés les acteurs de l'administration publique. Face à un auditoire attentif, Moussa Sanogo a partagé les réformes entreprises pour transformer son ministère. Nous sommes vraiment concentrés sur les problématiques de digitalisation pour assurer donc la célérité dans l'exécution des travaux, mais également aussi sur l'utilisation de différents outils
modernes, donc pour faciliter notamment le suivi des activités aux frontières pour les questions douanières, ou encore d'avoir des mécanismes de reporting rapprochés pour avoir une supervision efficace des entreprises publiques, ou encore de se doter donc d'un mécanisme de gestion budgétaire qui instaure la redevabilité et qui soit axé sur les résultats comme le budget programme. En tout cas, c'est un ensemble de mesures qui ont été engagées. Un exemple à suivre selon la ministre de la Fonction publique qui a souligné la place des acteurs du secteur dans la transformation de la Côte d'Ivoire. Le pays célèbre depuis 2021 les journées de la fonction publique. L'objectif est de mettre en relief le rôle de l'administration publique et de ses animateurs dans la production du service public. Et puis, c'est une pathologie qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde, dont 300 000 enfants. Ce soir, on s'intéresse à la drépanocytose, et notamment chez l'enfant, dans ce reportage de Nikema Moussa et Zécré Joseph. Ézéchiel est atteint de drépanocytose. Diagnostiqué depuis ses 2 ans, il vit avec cette maladie qu'il tient de ses géniteurs. Je suis drépanocytaire de la forme SSFA2. Pendant les saisons pluvieuses comme maintenant, c'est vraiment difficile car lorsqu'il y a la fraîcheur, nous les drépanocytaires, ça ne nous arrange pas, vu que la fraîcheur, ça nous fragilise. Souvent, mes amis me disent, toi, tu ne viens pas jouer ballon bien, toi, tu te comportes comme femme. Et souvent, on me dit des trucs comme ça, mais moi, il dit quoi? Non, il n'y a pas envie de jouer. Si vous voulez jouer, jouez. Moi, il n'y a pas envie de jouer. Comme lui, sa sœur est porteuse de la maladie. Pour eux, les saisons de pluie sont des moments redoutés. Ils vivent le martyre avec d'atroces douleurs. J'ai froid et quand j'ai très froid, je tombe malade à la poitrine, au bas-ventre et à la tête. Moi, je suis tombé malade une fois et la semaine qui a suivi, ma petite sœur aussi, elle est tombée malade. J'essaie de m'amuser avec elle, j'essaie de lui faire rire, les trucs comme ça, pour qu'elle se sente bien et pas malade mentalement, qu'elle se porte bien. Cette pathologie est génétique et se transmet de façon héréditaire. De plus, elle nécessite un traitement coûteux. Moi, je suis la forme SRAS et puis monsieur aussi est la forme AS. Avec mes enfants qui sont drépanocytaires, tous deux, le grand frère comme la petite sœur, d'abord, ils avaient un petit frère qui n'est pas resté, qui est décédé suite à cette maladie-là. C'est que des dépenses. On dépense tantôt. Nous sommes au CHU, on peut faire 2 semaines, 3 semaines. On vient à la maison, il va à l'école. Quand il commence 1 mois, 2 mois, on m'appelle encore. Je suis encore à l'hôpital, tout le temps à l'hôpital. Âgé de 14 ans, Georges-Henri est aussi atteint de la drépanocytose. Il souffre de la forme grave. C'est un peu difficile, mais il faut toujours garder l'estime de soi et combattre cette maladie. Bon, moi, je porte des chaussettes tout le temps, avec des pulls. J'arrive pas à suivre correctement les cours, donc je suis tout le temps en retard sur les cours. Des fois, j'ai envie d'aller jouer, mais je peux pas. Je dois respecter, je dois pas tomber malade, donc je peux pas aller jouer. Ayant bénéficié d'un traitement spécial, qui n'est pas à la portée de tous, Georges-Henri décide de mettre sur pied une fondation pour soutenir les malades comme lui. Plusieurs personnes ne savaient pas ce que c'était, mais sensibiliser la drépanocytose à l'aide de ma fondation, beaucoup de personnes ont connu cette maladie. Il s'agira de sensibiliser dans les hôpitaux, les écoles, et enfin un gala de charité qui servira à réunir des fonds afin de créer un hôpital spécialement pour les enfants atteints de la drépanocytose. Parfois décrite comme la moins rare des maladies rares, la drépanocytose touche environ 50 millions de personnes dans le monde, dont 300 000 enfants. Dû à son facteur héréditaire, l'un des moyens de lutte reste le dépistage des parents à travers le test d'électrophorèse de l'hémoglobine, avant la conception des enfants. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.